On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est dimanche 4 avril et j'avais envie de vous prendre parce que cette semaine, Léon n'est pas là. Enfin, il n'est pas là jusqu'à jeudi, donc 4-5 jours. Il est parti avec ses grands-parents ce matin et donc je suis seule avec mon conjoint et avec Elliot. C'est également le début de l'adaptation. Mon conjoint est en congé paternité. Donc voilà, c'est cool. On va avoir 3-4 jours pour se retrouver un petit peu avec mon conjoint. Parce que Elliot, voilà, il va être beaucoup avec nous, on va beaucoup s'en occuper, on va beaucoup profiter d'être à 3 et de pouvoir être que pour lui quand il est éveillé. Mais quand il va dormir, on va avoir des temps un petit peu tous les deux où on va pouvoir papoter, on va pouvoir regarder un film, se faire un petit resto. Voilà, ce qui est plus compliqué forcément quand on en a deux, quand il y en a un qui dort, l'autre est réveillé. C'est souvent comme ça, en tout cas nous, que ça se passe depuis 3-4 mois. Donc voilà. Ça va être un temps pour se recentrer un petit peu et peut-être aussi avoir un peu de temps pour moi parce que mon conjoint va pouvoir s'occuper un petit peu d'Elliot la journée et donc moi je vais pouvoir avoir du temps. Et je prends justement ce petit temps où mon conjoint a tout nettoyé à la maison, moi j'ai rangé un petit peu la chambre de Léon, là il est parti chez le coiffeur, Elliot dort pour l'instant. Et donc j'avais envie de vous faire un petit update lecture parce que j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps. J'ai eu du mal à venir vous en parler. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je vis une période un petit peu difficile, psychologiquement en tout cas. Et donc voilà, j'ai du mal à me mettre aux vidéos. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo, mais il va falloir que je la travaille et que je me pose à un moment pour vraiment vous en parler. Mais j'aimerais être seule à la maison, voilà. J'aimerais que mon conjoint sorte avec Elliot et que je puisse tourner cette vidéo seule parce que je vais vous parler de la dépression postpartum et notamment de la dépression postpartum dans la littérature parce que je tiens à ce que cette chaîne reste au niveau de la littérature et en même temps, je pense que c'est important aussi de parler de ces choses-là. Audrey, le souffle des mots, vient de faire une vidéo justement sur lire quand on va mal et c'est un petit peu aussi ce point-là que je voudrais aborder. Mais aussi vous parler de la dépression postpartum en tant que telle, en tant que psychologue, puis en tant que patiente, et puis vous parler un petit peu de la littérature sur ce sujet, qui n'est pas très foisonnante, on va le dire tout de suite. Voilà, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo qui, je pense, sortira la semaine prochaine. Voilà, le rythme des vidéos reprend tout doucement. Je pense plutôt faire voilà, un petit vlog de temps en temps, faire des vidéos thématiques de temps en temps, mais pour l'instant, je vais avoir du mal à avoir un rythme aussi conséquent que ce que j'avais jusque-là, qui était de 1 voire 2 vidéos par semaine, ce qui demande du travail, hein, disons-le clairement. Surtout que j'ai d'autres projets actuellement qui sont un peu en place. Alors, je ne suis pas très bien psychologiquement, donc j'ai du mal à avancer concrètement et autant que je le voudrais en tout cas. Mais j'ai d'autres projets. Certaines d'entre vous sont au courant. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon en temps et en heure. Je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus quand j'aurai avancé et que je sentirai que c'est le bon moment pour en parler. Voilà. Déjà, je vais peut-être vous montrer quelques réceptions, quelques livres que j'ai reçus, que j'ai achetés surtout. Je ne sais même plus si je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais j'ai reçu « On dirait des hommes » de Fabrice Tassel. Il s'agit donc d'une sélection prix Nouvelle Voix du Polar de chez Pocket. La juge d'instruction Dominique Bontet a la réputation de ne jamais clore un dossier avant la fin du délai légal. Les victimes méritent bien cela. Le dossier qui est aujourd'hui sur son bureau lui parle de Gabi et de ses parents, Anna et Thomas. De cette soirée où le petit garçon a couru sur la jetée et buté sur un ado d'un barrage, de sa chute dans les eaux sombres, de son père impuissant face aux vagues. Entre les lignes, elle lit la blessure infinie de la perte, les fissures d'un couple, la culpabilité d'un homme de n'avoir pu sauver sa famille. C'est un drame tragiquement simple, juste un accident. Pourtant, elle n'arrive pas à conclure, alors elle va tout reprendre. Un livre qui me fait bien envie, même si le sujet a l'air difficile, mais je vous en reparle. Je suis passée à la librairie et après mon coup de cœur énorme pour Rebecca, j'ai voulu acheter Ma cousine Rachel que je vais lire avec ma belle Lucie et ma douce Louane. Je suis trop contente de cette lecture qui s'annonce pour le mois de mai. Sans la connaître, Philippe déteste cette femme que son cousin Ambroise, avec lequel il a toujours vécu dans leur beau domaine des Cornouailles, a épousé soudainement pendant un séjour en Italie. Quand Ambroise lui écrit qu'il soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner, Philippe le rejoint d'emblée. Le croit d'emblée. Le don du suspense psychologique propre à la célèbre romancière anglaise est particulièrement éclatant dans Ma cousine Rachel.
j'ai extrêmement envie de me plonger dedans. Vraiment, c'est un livre que j'ai extrêmement envie de lire. Rebecca a été un énorme coup de cœur, autant pour la plume que pour l'histoire, que pour l'ambiance. Et donc, tellement hâte de débuter cette lecture, vous n'imaginez même pas. J'ai également acheté pour le book club L'ivresse de lire en voyageant pour le mois de juillet, je crois. Nous partons en Palestine et donc j'ai acheté le roman de Suzanne Aboulaoua, qui est une autrice palestinienne, Les Matins de Jenin. Comme son père et comme le père de son père, Hassan vit de la culture des olives dans le petit village palestinien d'Ain Od. Mais en 1948, lors du conflit qui suit la création de l'État d'Israël, Ain Od, je ne sais pas si je le dis correctement, je suis désolée, est détruit et ses habitants conduits vers un camp de réfugiés. Pour Hassan, cet exil s'accompagne de la douleur de voir l'ancestral cycle familial brisé à jamais. Son jeune fils, Ismaël, a été enlevé par des Israéliens qui lui cacheront ses origines. L'aîné, Youssef, grandira dans la haine des Juifs, prêt à tous les exterminer. Quant à Amal, sa fille, elle tentera sa chance aux États-Unis, inconsolable cependant d'avoir fui les siens. La guerre les a séparés, elle seule pourra les réunir. La Libre Belgique, qui est, j'imagine, un journal, dit « L'écriture de Suzanne est à l'image de cette interminable tragédie, traversée de rancœur, de naïveté aussi, mais surtout d'une émotion, d'une poésie, d'une nostalgie, d'une tendresse auquel on ne résiste pas. » Et je pense que le reste, je vous l'ai déjà montré. Ah non, pas celui-ci. Celui-ci et celui-ci, je ne vous les ai pas montrés. Je vais vous en parler. Je voulais juste vous parler de celui-ci. Ma maman l'a acheté à la rentrée littéraire et il s'avère que j'avais très envie de le lire. Et donc ce matin, en venant chercher Léon pour l'emmener, elle me l'a donné en me disant ne le lis pas tout de suite. Voilà, elle m'a fait comprendre que ça pouvait avoir des résonances avec mon propre vécu et que c'était très difficile à lire. Donc je vais écouter ma maman, je vais le mettre de côté et je le lirai quand je m'en sentirai capable. Je lis beaucoup de récits qui abordent les questions des violences sexuelles, les questions des violences conjugales, de l'inceste, des violences sur les femmes en général, la condition de la femme, mais les violences en tout genre également, la violence sur les peuples, etc. Mais suivant l'écriture et suivant comment le sujet est abordé, ça peut être assez difficile forcément pour moi. Et donc voilà, je vais faire confiance à ma maman. Si elle me dit de ne pas le lire tout de suite, c'est peut-être que c'est pas le moment pour moi. Sachant que suivant les thèmes et suivant comment je parle, je peux être parcourue de beaucoup d'émotions. Et voilà, il ne faudrait pas que ça me mette dans un état encore pire qu'actuellement. Donc voilà, mais j'ai très envie de le lire. Ce qu'il y a écrit derrière, j'ai voulu y croire. J'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent. J'ai voulu y croire. J'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge. Mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvée. Je ne suis pas sauvée. C'est donc Triste Tigre de Neige Sino et c'est publié chez Paul. Je vous en reparle, je sais qu'il a gagné de nombreux prix. J'avais très envie de le lire, mais je pense que en fait, ma mère a eu raison. Hein, a raison, je pense que c'est un livre, faut que je prenne le temps. Voilà, ça viendra au bon moment. J'ai reçu dans le cadre de ma participation comme ambassadrice dans cette nouvelle collection Au gré du monde de HarperCollins que j'adore d'ailleurs. Vous voyez ici les stigmates de la Foire du Trône. Je suis tombée sur un manège. C'est rigolo et en même temps pas tellement. J'ai fait un manège, vous savez, des espèces de maisons du rire dans les fêtes foraines. Où je passe du coq à l'âne. Il y a des grandes maisons du rire et j'ai fait ça avec Léon parce que j'avais envie de passer ce moment-là avec lui. Et puis à la fin, je l'ai aidé à traverser vous savez, les espèces de tapis qui font comme ça. Et donc ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et je l'ai aidé à traverser jusqu'à ce que je lui lâche la main, je réussissais. Et en fait, à partir du moment où je lui ai lâché la main, je crois que moi j'ai lâché aussi. Et en fait, j'ai essayé de me retenir, donc j'ai forcé, mais je suis tombée. Je me suis pas fait très très mal sur le moment. C'était pas très agréable, mais je me suis pas fait très très mal. Mais j'ai remarqué le lendemain ça. Et donc, enfin bon.
Comme quoi, il y a un moment, on n'a plus l'âge, ou en tout cas, on n'a plus du tout la forme physique pour ce genre de choses. Je me sentais un peu honteuse. Autant vous dire que mon couple d'amis, mon conjoint et tout, rigolait tout en étant... Enfin, ils espéraient que j'ai pas mal. Bon, je rigolais, donc... mais voilà, c'était une scène assez drôle. J'ai bien rigolé aussi. Bref, je suis donc ambassadrice pour la collection Au gré du monde de HarperCollins. Et nous avons reçu ce livre que je vais lire dans une semaine avec Lucie. Je trouve qu'on fait beaucoup de lectures communes en ce moment. Et c'est sur... on est en Malaisie en 1945. Je ne vais pas relire parce que j'ai déjà lu le résumé. J'ai pas envie de me replonger dedans parce que je sais que je vais bientôt le lire. Mais je ne sais pas si vous étiez déjà là quand je vous ai parlé de Filles de la mer et de L'île des femmes de la mer, qui sont deux romans. Donc Filles de la mer qui est de Marilyn Bracht et L'île des femmes de la mer qui est de Lisa Si, qui sont des romans qui parlent notamment des femmes de réconfort, ces femmes qui ont été emmenées par les soldats japonais pour devenir des femmes de réconfort, des prostituées pour les soldats japonais. C'est aussi une question qui est revenue dans d'autres livres que j'ai pu lire, notamment japonais et coréens, parce que j'ai beaucoup lu en fait sur justement ces femmes qui étaient emmenées sur de l'île de Jeju, qui étaient donc des coréennes. Voilà, c'est des romans qui m'ont énormément marqué. Filles de la mer en tout cas a été un énorme coup de cœur, et L'île des femmes de la mer est venue après et a aussi été un coup de cœur. Et donc ici, on est en Malaisie, une saga éblouissante sur les horreurs de la guerre, la difficulté des relations entre les colonisés et leurs oppresseurs, et l'ambiguïté des notions de bien et de mal lorsque la survie est en jeu. Je reviens. Bon, je vous reprends pour vous parler d'une dernière réception, puis je passerai au livre lu. Il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de Clarisse Sabart, Le secret des agapantes, Flora et Joséphine. Clarisse Sabart, saga familiale, historique, grand manoir. Bon, autant vous dire que je pense que je vais m'éclater, notamment parce que j'adore Clarisse Sabart, et puis tout simplement parce que j'aime ce genre d'histoire. Et donc Clarisse Sabart, ce genre de saga historique familiale, je sais que ça va me plaire. Voilà. Je vais quand même vous lire le résumé. Trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora, galeriste d'art à Los Angeles, dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle. En pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie, dans la maison familiale dont elle vient d'hériter avec ses cousines Stella et Morgane. Quelques jours après, à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de la porte. À l'intérieur, un kaléidoscope de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi la transportent dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 1930, des brasseries animées du Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste, la jeune Joséphine, étudiante aux Beaux-Arts, découvrait la liberté, l'amour et la trahison. J'arriverai jamais à terminer. Déterminée à lever le voile sur les secrets du passé, Flora se lance dans une quête haletante qui l'amènera jusqu'à l'île de Corfou sur les traces d'un tableau disparu. Des années folles à nos jours, Clarisse Sabart signe le premier tome d'une fresque familiale éblouissante, pleine de secrets et de rebondissements. Bon, je vous reprends seulement aujourd'hui, on est lundi 5. Hier, ça a été un peu compliqué, j'ai pas pu vous reprendre. J'avais terminé mon book haul, donc je me suis dit que je vous reprendrai quand j'aurai le temps. On a fait l'adaptation de Elliot ce matin. Un petit peu dur pour moi, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. On a une crèche, on fait partie des chanceux qui avons une crèche, je crois, en France, mais notamment en région parisienne, où c'est extrêmement compliqué d'avoir une place en crèche. Donc voilà, je mesure ma chance, mais c'est compliqué. Il est tout petit, c'est une crèche avec des grosses sections, donc énormément d'enfants, beaucoup de professionnels, mais en même temps pas assez pour être vraiment là pour les bébés. Même si je sais, hein, je travaille en crèche, donc je sais qu'elles font leur maximum, mais voilà, ça me plaît pas tellement. Mais c'est comme ça, j'avoue que j'espérais être totalement safe et me sentir totalement bien. Je me sens bien dans les locaux, les pros ont l'air sympas, mais voilà, il y a un manque, comme partout dans la petite enfance, de professionnels.
Et c'est nos enfants qui en pâtissent. Donc voilà, mais je vais adapter ces horaires. Je vais faire en sorte, en tout cas pour l'instant, de le garder le plus souvent possible, de l'amener le plus tard possible, enfin voilà, qu'il fasse des petites journées. Et puis je m'attends au retour des maladies infantiles parce que il y a une grosse épidémie dans sa section de varicelle. Donc je pense qu'on va avoir la varicelle très très bientôt. Autant vous dire que c'est sympathique, voilà, tout simplement. Alors, je ne reviens pas du tout pour vous parler de varicelle et de crèche, mais pour vous parler de livres. Donc, je vais vous faire un petit update lecture parce que j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. Et notamment de ces 3 livres, de cette bande dessinée, de ce livre également que j'ai bientôt terminé. Hop. De celui-ci aussi que j'ai bientôt terminé, de celui-ci que j'ai commencé. Ça en fait des livres, ça en fait. Est-ce que j'aurai le temps de vous parler de tout ça? Je ne pense pas. Mais on va déjà commencer par celui-ci. Alors, La famille Han de Min Jin Lee, une grosse pavasse de plus de 800 pages. Je crois qu'il y a 800 pages. C'est ça, 793 pages. C'est l'autrice, vous allez reconnaître, de Pachinko, qui était un énorme coup de cœur pour moi, qui est un roman historique qui se passe entre la Corée et le Japon et qui avait vraiment, qui m'avait marqué énormément et qui avait été une incroyable lecture. Et donc je m'étais dit, allez, il faut vraiment que je découvre ce livre. Et puis, ce que j'en ai entendu au début, c'est qu'on est plus dans un livre un peu genre type chronique de Bridgerton. Enfin, on me l'avait un peu décrit comme ça, en me disant que c'était vraiment très très différent de Pachinko, que c'était le premier livre qu'elle avait écrit et que ça se sentait aussi au niveau de l'écriture. Bon, c'est pas que j'ai pas aimé. Clairement, c'est pas que j'ai pas aimé. On rencontre Casey Han, qui a été élevée donc aux États-Unis. Elle fait partie d'une famille des migrants coréens qui sont donc arrivés aux États-Unis. Donc, en fait, elle vit dans le Queens, mais elle est élevée et elle est entourée, voilà, dans cette culture coréenne. Et puis, elle va être diplômée de Princeton. Elle va donc faire ses études à Princeton. Et puis, elle va adopter une certaine façon d'être, une certaine façon de penser qui ne correspond plus vraiment aux diktats et aux traditions culturelles de sa famille. Et donc, il va y avoir une cassure. On est vraiment sur le portrait de cette jeune femme qui cherche à s'intégrer, qui s'écarte un petit peu donc des traditions familiales, de sa culture, tout en y restant attachée. J'ai pas été attachée au personnage principal, aux autres personnages non plus. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. C'est un livre qui, en soi, peut être intéressant, mais qui m'a qui m'a beaucoup déçue parce que forcément, après Pachinko, j'en attendais beaucoup. Après, c'est un roman, si le résumé vous fait envie, qui peut-être vous plaira. Je sais qu'il a plu à beaucoup. Moi, je l'ai trouvé trop long pour ce que c'était. Et donc, j'ai trouvé voilà, qu'il y avait beaucoup de longueur. Et puis que les personnages étaient vraiment antipathiques. Et moi, j'ai vraiment du mal quand je ne m'attache pas aux personnages. Forcément, c'est difficile. Surtout quand il s'agit d'un livre aussi gros. Donc, voilà. Déception pour celui-ci. Et en même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que il fait partie de la sélection du prix HarperCollins Poche 2024. Et en fait, j'ai énormément d'hésitation entre plusieurs livres. Donc voilà. Et on passe pour le coup à une autre sélection, le prix Charleston Poche de sélection 2024. Et là, on est sur un roman qui est franchement très très proche d'un coup de cœur. Il s'agit de Des palmiers dans la neige de Luz Gabas. Hop. Il est sorti en quelle année? Je suis en train de me demander, je sais qu'il est sorti il y a déjà quelques temps. En 2012. Il est sorti en 2012. Le titre original, Palmeras en la Nieve. Et je sais qu'il a été adapté en film.
Mais je n'ai pas réussi à trouver le film sur Internet. Il n'est pas sur les plateformes de streaming auxquelles je suis abonnée. Donc bon, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. En tout cas, une grosse pavasse également. 850 pages, celui-ci. Oh, 800 pages aussi, on va dire. 800 pages. Et vraiment une incroyable lecture. Alors, il y a des longueurs au début. C'est vrai. Il y a des longueurs. Et en même temps, moi, ça m'a plu. Voilà. Dans ce livre-là, les longueurs m'ont plu. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé justement les longueurs parce que je m'impliquais d'autant plus dans le roman et j'avais d'autant plus de visuels parce que c'est des endroits que je ne connais pas, ni dans la littérature, ni dans les films, ni dans la vraie vie. On suit donc Clarence qui va tomber sur une lettre. Donc elle vit dans des montagnes. Et puis, elle a toujours été bercée par l'histoire de son père et de son oncle qui ont vécu pendant la colonisation espagnole en Guinée espagnole, sur l'île tropicale de Fernando Po, donc en Guinée. Et donc, elle découvre cette lettre, mais elle ignore un peu tout, en fait, de vraiment ce qui s'est passé sur cette île. On lui a raconté des choses et elle se rend compte que peut-être on lui en a caché. Et donc, elle va vouloir partir sur les traces de son père, de son oncle, de sa famille, en fait. Partir sur les traces de ce qu'ils ont pu vivre là-bas et puis découvrir un petit peu ce pays dans lequel ils ont vécu. Et donc, on est sur une double temporalité où on va être un peu catapulté en Guinée, notamment en 1953, donc dans les années 50, en plein pendant la colonisation espagnole, dans les plantations de cacao, et on va suivre Jacobo, Kylian et puis leur père voilà, dans leur vie là-bas. C'est un livre qui m'a énormément plu. Autant, comme je vous le disais, dans ses longueurs que dans ses parties beaucoup plus rythmées. J'ai aimé cette double temporalité, même si pour le coup, parfois j'aime les deux. Là, j'ai vraiment eu... En fait, j'ai eu un coup de cœur pour la partie sur la Guinée. Et ça a été une très bonne lecture pour l'autre partie. Ce qui fait que c'est une excellente lecture parce que j'ai aimé le livre en sa globalité. Mais vraiment, la partie sur la Guinée a été un coup de cœur pour moi. Parce que je n'étais jamais partie en Guinée dans la littérature, parce que je ne suis jamais partie en Guinée tout court, parce que je ne connaissais pas cette histoire de la colonisation espagnole en Guinée. Déjà que je ne suis pas très au fait de la colonisation française, donc autant vous dire que la colonisation espagnole, je ne connais pas vraiment. Et donc j'étais contente de pouvoir lire sur ce sujet-là. Et puis voilà, j'ai aimé le voyage, j'ai aimé comment la condition de la femme était discutée dans ce livre. Voilà, j'ai aimé ce roman. J'ai aimé ce roman, vraiment une incroyable lecture. Je l'ai dévoré malgré le nombre de pages. Et maintenant, j'ai extrêmement envie de voir le film, notamment pour découvrir un peu plus précisément peut-être les paysages que l'autrice nous décrit en Guinée. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir assez rapidement trouver le film. J'ai mis une alerte sur certaines plateformes de streaming, mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il ressortira en streaming. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, et d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai déjà posté ma chronique sur Instagram, d'après ce que j'ai entendu, c'est un classique, enfin considéré comme un classique aujourd'hui en Espagne. Ça a été un best-seller. Donc voilà, je comprends pourquoi est-ce que c'est un classique, je comprends pourquoi c'est un best-seller. Moi, j'ai beaucoup aimé. Passons ensuite à un autre coup de cœur. J'ai un peu enchaîné les superbes lectures après un temps un peu moyen justement au niveau des lectures. Il s'agit de La berceuse des sorcières de Esther Fox, qui est vraiment une petite pépite. Déjà, où l'on parle de sorcières, on est dans une ambiance très gothique, entre la réalité et le fantastique, et c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, ma précédente vidéo parle justement des romans gothiques, donc voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous savez que j'aime ça, que c'est des romans qui me parlent beaucoup, et en plus là, on parle des sorcières, et on est vraiment sur un entre-deux, et il y a une double temporalité. En fait, il y a tout ce que j'aime. Voilà. Il y a tout ce que j'aime, tant au niveau du genre, que de la narration, que de l'ambiance, que des personnages, que des sujets abordés.
que de la partie historique dont l'autrice nous parle. On est donc en 1876 en Nouvelle-Angleterre et on rencontre Margaret. Et puis, 1000 ans plus tard, 150 ans plus tard, on rencontre une jeune femme, Augusta, qui va décrocher un travail justement à l'endroit où Margaret vivait. Et c'est l'histoire voilà, de ces deux femmes dans une double temporalité. On nous parle de liberté, d'indépendance, on nous parle de sorcellerie, on nous parle de pouvoir, on nous parle de manoir, on nous parle de forêt, on nous parle également de la maternité, mais aussi de l'emprise des hommes, de la violence des hommes, de la place de la femme, et puis de ces liens transgénérationnels, des conséquences sur les futures générations de ce qui peut se passer avant. Voilà, c'est extrêmement bien écrit, j'ai trouvé ça extrêmement rythmé, extrêmement prenant. J'ai adoré les deux temporalités de ce roman. J'ai été complètement conquise par l'écriture de l'autrice. Malheureusement, j'ai eu des retours sur le prochain qui s'appelle La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, qui, il paraît, est une déception pour beaucoup de copines qui ont adoré celui-ci également. Donc, ça me donne pas tellement envie de foncer en librairie pour le découvrir. Mais en tout cas, celui-ci est un vrai petit coup de cœur et je ne peux que vous le recommander. Enfin, si vous aimez les romans historiques, les romans qui mêlent réalité fantastique, ambiance gothique, les romans qui parlent de la sorcellerie, voilà. Tout est condensé dans ce livre. Ensuite, je voulais vous parler de cette bande dessinée « Et toi, t'en veux des mômes » de Laura Boyd et Neide. 8 parcours autour du non-désir d'enfant. Un enfant si je veux, quand je veux. C'est publié chez Le Duc Graphique. Et donc, on a... en fait, ce sont des témoignages. Et donc, Laura et Neide nous offrent des témoignages. Donc, à chaque couleur... Enfin, à chaque témoignage, sa couleur. Hop. Donc, les témoignages sont assez courts, mais très poignants. Et en fait, ça m'intéressait d'autant plus. On peut les retrouver... Ah oui. Alors, Laura Boyd aime faire sa tête et ses mains, touche à tout, est autodidacte. Elle s'épanouit dans plusieurs domaines. On peut la retrouver sur Mom, donc sur Instagram, Mom Podcast. Et Nate, c'est une illustratrice et auteurice. Nate considère l'illustration comme un outil incontournable pour évoluer vers une société équitable et respectueuse de toutes et tous. Yale crée et corée des projets adultes et jeunesse qui favorisent l'expression et le dialogue et la transmission autour de la justice sociale, féministe, santé psychique et mentale. Donc, Nate illustration. Et donc, c'est vrai que c'est une bande dessinée qui m'intéressait beaucoup, notamment parce que je réfléchissais pas tellement en fait avant. Pour moi, quand une amie, quand on me disait, mais quand j'étais vraiment plus jeune, hein, quand on me disait qu'on voulait pas d'enfants, je disais, bah oui, mais en même temps, t'as 18, t'as 19, t'as 20 ans, c'est normal. Tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Avoir des enfants, c'est génial. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir d'enfants? C'était un petit peu la vision que j'avais, sûrement... et pourtant, je militais au niveau du féminisme, etc. Mais c'était quelque chose qui était tellement ancré en moi, je pense. Et puis, un jour, je suis devenue mère. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris mes copines qui disaient qu'elles ne voulaient pas d'enfants. J'ai compris les personnes de ma famille qui ne veulent pas, qui n'ont pas d'enfants. Voilà, j'ai compris parce que c'est un tel cataclysme psychique, psychologique, physique, et puis sur tous les pans de notre vie, tout notre être, toute notre tête est vers notre enfant. Tout change, tout est chamboulé, et je comprends. Voilà, on a tout le temps peur, on a des craintes constantes, et on ne vit plus que pour nous. Voilà, on vit pour des petits êtres. Et alors, malgré que j'ai eu un deuxième enfant et que si la vie le veut bien, j'en aurai peut-être d'autres, je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que mes amis, certaines de mes amies ne veulent pas d'enfants. Je comprends ma grand-tante qui n'a pas voulu d'enfants. Voilà, mais c'est une réflexion qui a mis du temps et il a fallu que je devienne mère à mon tour pour m'en rendre compte. Et donc voilà, et cette bande dessinée nous parle donc de ce non-désir d'enfant. C'est très intéressant,
très déculpabilisant. On a des témoignages de femmes très différentes, de tous âges, de toute culture, de tous bords sociaux. Et donc, c'est d'autant plus intéressant, je trouve. Alors après, c'est écrit petit, j'ai trouvé. Voilà, pour une bande dessinée, c'est très conséquent. Mais en même temps, bon, c'est super intéressant. Donc en fait, ça se lit tout seul. Mais c'est pas une bande dessinée qu'on lit comme ça en 10-15 minutes. C'est vraiment... voilà, il faut s'attarder sur les dessins. Il faut s'attarder sur les messages qui sont transmis. Et ce sont vraiment... des écritures assez petites. Donc voilà, c'est important de le savoir. Mais j'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Donc merci beaucoup à Le Duc pour l'envoi. Et je pense que je la prêterai, je la donnerai à une amie à moi qui justement ne veut pas d'enfant. Et on lui dit souvent que de toute façon, elle verra bien plus tard. Sauf qu'en fait, elle sait qu'elle n'en veut pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous la conseille, que vous ayez ou non des enfants, c'est extrêmement intéressant. Hop. Voilà pour ces livres, je termine et je vous en reparlerai en réalité. L'école des bonnes mères, toujours dans la sélection 2024 du prix HarperCollins Poche. C'est un peu c'est une dystopie, clairement, une dystopie qui n'est pas vraiment une dystopie parce que je trouve que c'est très réel. Un peu dans la mouvance de La Servante écarlate, de QI, de Vox, qui sont des romans donc de Margaret Atwood et de, comment elle s'appelle, Christina Dalsher. Voilà, une dystopie féministe très intéressante. Là, on est d'ailleurs plutôt sur une dystopie sur les mères, sur le traitement que l'on va faire des mères qu'on dit défaillantes. Et c'est extrêmement intéressant. Après, je suis moins emportée que dans, par exemple, Vox ou dans La Servante écarlate, qui pour moi est un peu l'archétype de ce type de roman. Mais j'aime bien. Voilà, je passe un bon moment, j'apprends des choses et donc c'est intéressant. Je vous en fais un retour un petit peu plus complet. Je suis également en train de lire dans cette incroyable édition le conte de La Belle et la Bête. C'est donc publié chez Flammarion, illustré et animé par Minalima. Et c'est de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Il s'agit donc de la première version de ce conte qui a été écrit en 1740. Et vraiment, cet ouvrage est absolument sublime. Vraiment, c'est un régal, en fait, de lire ce conte avec ce livre parce que c'est splendide, parce que cette maison d'édition est incroyable, ce qu'ils font, c'est incroyable. Donc voilà, j'adore et je vous en reparle de toute façon. Mais vraiment, je suis très surprise. En fait, cette adaptation, ce conte qui a été écrit il y a très très longtemps est très beau. J'aime beaucoup l'écriture, forcément très travaillée, très ancienne. On est en 1740. C'est une écriture, franchement, qui est assez gothique, je trouve. Je trouve que l'ambiance, en fait, est totalement gothique. Avec cette bête, avec une histoire de femme. Pour moi, c'est un roman dans la mouvance gothique. Et pourtant, le genre gothique n'est apparu officiellement qu'en 1764. Donc bon, voilà. Mais pour moi, c'est un peu un conte qui est peut-être dans les prémices du roman gothique. En tout cas, j'adore. Voilà, l'ambiance est absolument parfaite et j'adore ça. J'adore ça. Regardez-moi ça. En plus, le dessin animé, c'est un de mes dessins animés préférés. Donc, autant vous dire que, voilà, découvrir la vraie histoire de La Belle et la Bête telle qu'elle a été écrite et en plus la découvrir avec ses sublimes illustrations, c'est un vrai kiff pour moi, quoi. Et je vous reprendrai après donc pour vous parler
des 2 romans dont je dois vous parler pour terminer ici. Mais je suis en train de lire Les sorcières du phare de C.J. Cook. C'est publié chez Hauteville et on se dirige clairement vers un coup de cœur, un coup de foudre, comme dirait Léa de Léa Bookaddict. C'est vraiment un livre que j'adore. On nous parle d'un phare de sorcières. On nous emmène en Écosse et on est entre 2021 et 1998. C'est incroyable, il va bientôt être adapté en série TV, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais vraiment, si vous aimez les histoires de sorcières et les histoires un petit peu comme la berceuse des sorcières, en fait, qui mêlent le fantastique et le réel, n'hésitez pas à le découvrir parce qu'il est absolument sublime. Je vous reprends, on est samedi, je n'ai pas pu vous prendre jusque-là, donc je le fais maintenant. Je vais vous faire un petit book haul pour clore ce vlog, pardon. Pour clore ce vlog, je vais vous faire un petit book haul et puis vous parler un petit peu de mes lectures en cours. On va peut-être commencer par là. J'ai quasiment terminé Les sorcières du phare, j'adore, on se dirige clairement vers un coup de cœur, mais comme je vous le disais juste avant d'ailleurs, j'ai pas beaucoup avancé, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'ai terminé en audio et à moitié en e-book le 3e tome de Phobos, c'est écrit par Victor Dixon, c'est publié chez PKJ. En fait, je m'étais lancée dans le tome 1, et j'avais pas su faire autrement que de lire le tome 2. Et puis j'avais attendu, je ne m'étais pas procuré le tome 3, donc je ne l'avais pas lu. Et donc c'est chose faite et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est vraiment, je sors complètement de ma zone de confort pour le coup. Je vais pas vous parler du 3e tome en tant que tel, mais en gros, il y a un programme, le programme Genesis, qui a fait en sorte que des couples se forment. En fait, c'est une espèce de télé-réalité. Des couples se forment dans un vaisseau et arrivés sur Mars, il va y avoir des espèces de maisons où ils vont vivre et peupler la planète Mars. C'est donc une espèce de livre science-fiction young adulte qui est un condensé entre la télé-réalité, donc la romance, une espèce d'ambiance un petit peu thriller. Et puis ce voyage sur Mars, voilà. Là, on est dans le 3e tome. Je trouve ça génial. Vraiment, je suis captivée par l'écriture de Victor Dixon et par l'univers. Et pourtant, ça me sort de ma zone de confort, mais je crois que de temps en temps, j'adore ça. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà pour cette lecture que j'ai adorée et dont je vous reparle de toute façon sur Instagram. Je crois que je vous ai parlé du reste. Je ne suis pas certaine de vous avoir parlé de La femme du prisonnier de Maggie Brooks. On est en Tchécoslovaquie en 1944 et il y a 2 personnes qui sont amoureuses et comme il est dit, hein, la femme du prisonnier, ils vont faire face à des conditions absolument terribles, ce couple. Et c'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est un jeune couple, donc on a une paysanne et un soldat britannique qui vont se marier secrètement tout en sachant que ils risquent leur vie et que sûrement leur idylle ne va pas beaucoup durer. Et justement, ils vont être emprisonnés, ils vont être retrouvés et Isabella va se déguiser en homme. Et c'est donc leur histoire dans un camp de prisonniers qu'on nous raconte ici. J'ai trouvé ça très fort, très beau, très juste. C'est très poignant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il ne détrône pas dans mon cœur les 2 livres qui sont pour moi difficiles à départager, qui sont Des palmiers dans la neige et J'irai te chercher jusqu'au bout du monde. Voilà, c'est les 3 livres qui m'ont le plus plu dans cette sélection pour le prix Charles Poche et mon cœur balance pour la première place, en tout cas pour le vote, entre J'irai te chercher jusqu'au bout du monde et Des palmiers sous la neige. Voilà, je ne sais pas exactement. Mais une très bonne lecture, très bonne découverte et je vous recommande fortement ce roman si le pitch vous intéresse. On va passer aux réceptions. J'ai reçu le dernier roman de Isabelle Lagarrigue, Promis, juré. Et comme dit dans le titre, c'est un livre qui nous parle d'une convocation pour devenir juré. On va rencontrer 3 personnages qui vont voir un petit peu leur vie basculer dans l'inconnu avec cette convocation pour être juré aux assises. On nous dit un roman choral percutant dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants de justesse et d'humanité.
Et là, ce qui me rend curieuse, parce que je n'ai même pas regardé, c'est les avis des copines. Les lectures parisiennes, un immense coup de cœur. Ce roman bouleversant vous marquera longtemps. Laura, les lectures de Laura. Quel roman poignant, une histoire qui mérite d'être découverte pour nous rappeler les belles choses de la vie. Ça donne envie. Carnet littéraire. La plume de l'autrice est douce et sensible. Elle donne vie au personnage avec une grande tendresse. Eh bien, écoutez, ça donne fortement envie, ces avis des copines. Oh, il est dédicacé. Bon, vous voyez comme quoi j'avais vraiment pas regardé encore le livre. Trop contente. Voilà, j'ai hâte de le lire. J'ai une petite pile à lire qui commence à se faire pour le mois de juin, juillet, août, donc l'été. Et je crois qu'il va se mettre dedans. Peut-être au mois de mai, on verra. J'ai également reçu... Et alors, je vais vous parler de ma colère. Je ne sais plus si je vous en avais parlé la semaine dernière. J'ai reçu un livre dans un état... Enfin, le colis était dans un état déplorable et le livre avait été mis... on pouvait clairement me le voler. Et là, j'ai eu l'incroyable découverte de recevoir une magnifique box, mais sans la box. En fait, je n'ai reçu que ces 3 livres qui étaient dans un carton complètement déchiré, dans ma boîte aux lettres. Mais il n'y avait rien de ce qui aurait dû y avoir dedans, c'est-à-dire à part les livres. Tous les goodies ont été piqués. D'ailleurs, je ne vois pas tellement l'intérêt qu'a eu le facteur de faire ça. Parce que c'était pas en plus des goodies qui ont un intérêt au-delà du livre. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'ai reçu le principal. Donc bon, on va pas se plaindre. J'ai donc reçu les 3 premiers tomes de la nouvelle maison d'édition Le Renard Doré. Autant vous dire que j'ai une hâte absolument incroyable de les découvrir parce que je sens que ça va être doux et que ça va être beau. On a Le Voyage d'Ours Lune. Il s'agit d'une histoire complète, donc il n'y a qu'un seul tome. Las des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, forêts et flots, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les 2 voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partagez le périple initiatique de ces 2 âmes esselées et devenez le témoin de leur amitié poignante. Je vous donne un petit aperçu des dessins. Et vraiment, je pense que je vais me régaler avec celui-ci qui est absolument magnifique. L'ouvrage est très très beau. Ma mamie adorée de Junko Onma. Et celui-ci, c'est le premier tome sur 3. Vivant une existence paisible dans le Japon des années 80, Ume et Kume sont inséparables. Cette grand-mère et sa petite-fille sont même les meilleures amies du monde. Elles adorent passer du temps ensemble, à jouer, à discuter, à cuisiner, et savourent les moindres instants de leur quotidien avec une tendresse et une complicité réconfortante. Je sens que oui, ça va me plaire, je vais aimer ça. Ça a l'air tout choupi, et pour le coup, les dessins sont en couleur. C'est très pastel, c'est très doux. Ça donne trop envie de s'y plonger. Et enfin, La forêt magique de Oshigara. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. C'est absolument sublime et c'est le premier tome sur 5 tomes. Ça a l'air, les dessins ont l'air foisonnants. Plein de petits détails et de créatures. Là, ça me fait penser un peu à la créature dans Chihiro. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, ça me fait penser à ça. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune garçon prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine, qui se révélera aussi tendre que déchirante. Et pour clôturer ce vlog, je voudrais vous montrer une petite surprise que j'ai reçue de la part des éditions Pocket et le Cherche Midi. Ils m'ont envoyé le dernier livre de Jim Fergus qui est sorti au Cherche Midi
et celui qui est sorti au format poche. Je vous en ai parlé justement d'ailleurs de celui-ci parce que je l'avais lu en grand format chez Le Cherche Midi. Et c'est la suite de l'histoire de May, donc l'héroïne de 1000 femmes blanches, un roman donc, de Jim Fergus qui était sorti il y a déjà quelques années. Et donc ils m'ont envoyé ici le format poche, donc c'est trop cool. Parce qu'en plus j'ai que les formats poche pour 1000 femmes blanches, donc comme ça je vais pouvoir compléter la collection. Et celui-ci pour le coup je n'en avais pas entendu parler, mais il me fait très envie. Qu'est-ce qu'il y a? Méchant. Mon chéri me perturbe. Je n'en avais pas entendu parler, mais celui-ci me perturbe. Le monde véritable de Jim Fergus. Déjà, la couverture est sublime. Vraiment, l'objet livre est absolument incroyable. Et en fait, vous allez vite voir, il y a peu d'écriture. C'est très petit, c'est très court. Il fait 140 pages, il y a des photos. C'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Et je vais vous lire derrière. 1877. Oh, je vais peut-être pas vous lire ça parce que je trouve ça un peu étrange. C'est extrêmement long comparé à la grosseur du livre. Je vais juste vous lire ce qui est écrit en rouge. Après 1000 femmes blanches, c'est sous la forme d'une fable que Jim Fergus nous raconte ici la destinée de Molly, une héroïne hors du commun. Il nous offre à la fois un magnifique portrait de femme et un hommage bouleversant à une culture pleine de vie que la civilisation moderne s'est efforcée d'éradiquer. On peut aussi y lire une parabole d'une actualité brûlante sur les dangers qui guettent notre monde. Trop hâte. Et voilà, Jim Fergus. Voilà, je vous en dirai des nouvelles parce que celui-ci, je vais le lire très rapidement, j'en suis certaine. J'ai bien envie de vous faire une deuxième vidéo justement sur les Indiens d'Amérique. Et donc, j'aimerais bien lire cette fable, lire également « C'était notre terre », voilà, un roman qui est publié chez Charleston de Kathleen Grissom. Et donc, je vous en reparle très vite de toute façon. Voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous reprends très vite dans une nouvelle vidéo.